Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Questions aux experts, aujourd'hui dédié à l'alimentation du nourrisson. Et pour répondre en direct à toutes vos questions, le docteur Camille Young, bonjour. Bonjour. Vous êtes pédiatre, spécialiste en nutrition infantile. Tout à fait. Donc très bien placé pour répondre à nos abonnés. Expliquez-nous déjà pour commencer quels sont les bienfaits de l'allaitement maternel. Alors, l'allaitement maternel est le lait le mieux adapté aux nourrissons. C'est toutes les préparations infantiles qui sont fabriquées sont calquées sur la composition du lait de mère, en sachant que ce lait de mère est vraiment adapté à chaque nourrisson. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de composition idéale. Chaque femme a un lait qui va être un petit peu différent. Non seulement différent entre chaque mère, mais différent aussi en fonction de l'âge de l'enfant. Le lait d'une mère n'est pas le même à 1 mois et à 4 mois de vie, par exemple. Et puis en fonction de la tétée aussi, c'est-à-dire que la composition du lait de mère va varier entre le début et la fin de la tétée. Donc c'est vraiment un lait très particulier. Adapté. Qui est très adapté au nouveau-né humain en fait. Mieux adapté que le lait artificiel? Alors toutes les préparations pour nourrissons, on cherche à se calquer, on cherche à être le plus proche possible du lait de mère. Bien sûr, on ne le remplace pas complètement et il y a encore des choses qui sont imparfaites dans les préparations pour nourrissons. Pour toutes ces raisons que je vous ai dites, et puis parce que c'est assez difficile d'avoir quelque chose qui est proche comme ça du lait de mère, qui est vraiment une denrée très particulière. D'accord. Ensuite, ce qu'on sait sur les bienfaits, c'est que les nouveau-nés qui sont allaités font un petit peu moins d'infections que les nouveau-nés qui ne sont pas allaités, en particulier respiratoires, et puis ils font un petit peu moins de gastro-entérite aiguë, donc il y a un rôle de protection immunitaire. Il semble qu'en termes de développement, de neurodéveloppement, ce soit bénéfique aussi pour un nourrisson d'être allaité, du moins les premiers mois de vie. Et puis, ça a bien sûr un intérêt dans la relation mère-enfant, l'allaitement va être un moment très privilégié dans cette relation-là, qui existe aussi bien sûr quand on donne le biberon, mais qui est d'autant plus particulier. Il y a un rapport différent forcément. Exactement. Quand on donne le sang, bien sûr. Tout à fait différent. Et puis ça coûte moins cher aussi, donc il y a un avantage en termes de coût pour les familles, ça c'est sûr. Et puis on a aussi quelques bienfaits pour la mère. Oui, justement, j'allais vous demander quels sont les bienfaits pour la mère. On parle d'une diminution du risque de cancer du sein. Tout à fait. Ça fait partie donc, dans les facteurs qui peuvent diminuer le risque de cancer du sein. Il y a l'allaitement, c'est aussi vrai pour le cancer de l'ovaire, et puis le diabète de type 2. Alors on nous demande si on peut alterner le sein et le biberon en ayant tiré son lait. Ou est-ce que le bébé a besoin d'avoir un contact privilégié avec le corps de la mère, peut-être les premiers mois? Alors oui, certaines femmes tirent leur lait. C'est-à-dire que si la question c'est est-ce que je peux tirer mon lait et après le donner au bébé, bien sûr, c'est tout à fait possible et certaines femmes le font. C'est assez contraignant quand même pour les femmes qui allaitent parce que ça nécessite de tirer plusieurs fois par jour son lait et puis quelque part de manipulation, une fois le tirer, une autre fois le donner au bébé, donc c'est assez Parfois c'est plus pratique quand on travaille aussi. Alors évidemment, quand les femmes travaillent, il y a une organisation nécessaire et là c'est un peu indispensable, on va dire, de tirer son lait, sauf si les conditions de travail permettent de se déplacer dans la journée pour aller allaiter son enfant. Mais est-ce que le fait de donner le biberon à son enfant, ça a une différence? Est-ce que le bébé a besoin d'être près de sa mère? Est-ce qu'il se développe mieux? Est-ce qu'il se sent mieux? Alors, on n'a pas de données là-dessus. C'est sûr que le contact n'est pas le même au moment de l'allaitement et puis quand on prend le biberon. Après, si c'est une étape importante qui peut permettre de prolonger l'allaitement parce que la maman a repris le travail, c'est une bonne solution. Et est-ce qu'on peut alterner lait maternel et lait artificiel? Ça aussi, ça se fait... Dès la naissance? Alors, le mieux, c'est quand même d'avoir un allaitement maternel exclusif les premiers temps de vie, jusqu'à le plus tard possible. Mais il est tout à fait possible, et certaines mamans le font, d'alterner une préparation pour nourrisson et l'allaitement maternel. Alors, tirer son lait, ça permet aussi au papa de s'investir finalement dans ce processus. J'imagine que c'est important aussi pour le bébé de sentir qu'il est alimenté par son papa. Alors ça, les relations entre le papa et le bébé sont bien sûr très très importantes.
Est-ce que ça doit obligatoirement passer par le fait de donner le biberon? C'est une autre question. Je n'ai pas vraiment de réponse sur ce point. Le papa peut de toute façon s'investir et avoir un rôle important dans tout le reste de la vie du nourrisson. Alors, une jeune maman nous demande combien de temps dois-je donner le sein pour que mon bébé soit rassasié? Alors, il n'y a pas de règle. Et combien de fois par jour? Il n'y a pas de règle sur la durée. Il y a des bébés qui tètent 5 minutes, il y a des bébés qui tètent 20 minutes et qui peuvent prendre la même quantité dans des temps très très variables. D'accord. Tout dépend de l'enfant. Ensuite, sur le nombre de tétées dans la journée, on sait quand un bébé est au sein, on est en général entre 8 à 12 tétées par jour, donc beaucoup plus que pour le biberon. Mais là encore, c'est très variable. Il y a des bébés qui boivent un peu moins. Parfois, on dépasse ce chiffre-là. On est plutôt dans un schéma à la demande. Ah, justement, j'allais y venir, oui. Donc, on respecte l'envie du bébé, finalement. Tout à fait. C'est le plus simple, le plus facile. Le lait de mère est très digestible. Et le temps de transit du lait de mère est beaucoup plus rapide qu'avec une préparation pour nourrisson. Oui, voilà. Par contre, avec un lait artificiel, on doit respecter des horaires précis. On ne respecte pas forcément, il ne faut pas être rigide non plus sur les horaires et dire c'est 3 à 4 heures et pas un peu plus ou un petit peu moins. Il faut une certaine souplesse, mais effectivement, on est plutôt chez un bébé, on va dire les premiers temps né à terme et avec un poids correct, autour de 6 biberons par jour. Est-ce qu'on peut remplacer ces biberons, enfin les compléter par de l'eau? Ou à quel moment est-ce qu'on peut donner de l'eau à son bébé? Non, l'eau n'est introduite qu'après la diversification. Les apports en liquide sont suffisants au cours de l'allaitement ou avec des préparations pour nourrissons. Il y a des modalités de reconstitution de ces préparations pour nourrissons qui sont toujours les mêmes, c'est-à-dire une cuillère mesure pour 30 ml d'eau. Et ça ne doit pas varier. Parce que si vous mettez plus d'eau ou moins d'eau, vous allez changer la concentration en protéines, en ions, tous les composés qui sont dans le lait, et vous risquez d'avoir des troubles après chez le nouveau-né. Alors on nous demande à l'instant, comment nourrit-on un nourrisson prématuré? Est-ce qu'il y a une différence si le bébé est prématuré? Alors oui, il y a une différence. Donc, les bébés prématurés, en général, restent hospitalisés un petit peu plus que les bébés nés à terme. Il y a en particulier des laits spéciaux pour prématurés qui sont un petit peu plus riches en protéines, sont enrichis en acides gras et surtout en oméga 3. Donc il y a quelques différences. Après, sur les modalités, quels lait donner, etc., souvent, ça c'est des conseils qui sont donnés dans le séjour, au cours du séjour en néonatologie. Et les parents seront guidés à ce moment-là pour savoir quelle est la meilleure préparation ou la meilleure façon de donner le sein à leur bébé. Et quand le bébé s'endort pendant la tétée, est-ce qu'on doit le réveiller pour qu'il continue à manger? Est-ce qu'il est bien rassasié ou... Tout dépend du moment où il s'endort, mais c'est assez fréquent que les bébés s'endorment en fin de tétée notamment. Donc la tétée, c'est très fatigant pour un bébé. Donc c'est un effort important. Et une fois qu'il est rassasié, qu'il a fourni cet effort-là, il s'endort assez fréquemment. On nous demande à l'instant comment faut-il choisir le lait artificiel? Y a-t-il des différences entre les différents produits? Alors, donc bonne question. Les préparations pour nourrissons, et donc ça, ce qu'on appelle les laits premier âge, et puis les laits de suite, donc ce qu'on appelle plutôt le lait deuxième âge, sont régis par une réglementation assez stricte européenne, et donc leur composition est très réglementée. Donc il y a des marges et des petites différences d'une marque à l'autre, mais ils sont à peu près tous quand même sur le même schéma. Donc après, il peut y avoir... Comment on choisit? Il faut s'assurer surtout qu'ils soient enrichis en oméga 3. Ça, parce que la réglementation là, est en cours de changement, mais à partir de 2020, toutes les formules infantiles devront être enrichies en oméga 3. Et ça fait partie, en DHA en tout cas, ça fait partie donc beaucoup de laits et de marques ont déjà rajouté du DHA dans leur formule. Donc ça, c'est une chose à vérifier. Ensuite, il peut y avoir des conseils du pédiatre ou du professionnel sur le choix d'une formule ou d'une autre. Certains ont besoin d'une formule épaissie,
D'autres ont des troubles digestifs. Il peut y avoir des petites différences à ce niveau-là. Après, en termes de réglementation, toutes les formules sur le marché suivent la réglementation et donc la composition qui est indispensable pour que l'enfant grandisse normalement. Très bien. On nous demande également, peut-on congeler le lait maternel? Très bonne question également. C'est tout à fait possible et beaucoup de On le garde combien de temps? On dit qu'il ne faut pas le garder plus de 4 mois. D'accord. Ce d'autant que ce que je vous ai dit au début, c'est que la composition du lait de mère change avec le temps. Donc un lait qu'on va tirer le premier mois de l'allaitement va être différent de celui qu'on va tirer au bout de 4 mois d'allaitement. Et pourquoi certains bébés rejettent le sein? Alors, il y a des bébés qui ont eu des biberons et c'était plus facile pour eux de prendre le biberon. Certains peuvent avoir des difficultés à téter le sein parce que c'est plus difficile de téter le sein que de prendre le biberon. Ça peut être pour des raisons médicales. Il peut y avoir aussi des difficultés d'installation. Et donc ça, c'est des questions qu'il faut, et des points qui sont à soulever, à rapporter soit au pédiatre, soit à la sage-femme, pour essayer de comprendre ce qui se passe et pourquoi le bébé n'arrive pas à prendre le sein. Est-ce qu'il peut être allergique au lait de sa mère? Non. Non, jamais. Non. Et quelles sont les raisons qui peuvent empêcher une femme d'allaiter? Alors, il y a des contre-indications assez peu fréquentes de l'allaitement maternel, qui sont soit parce que la maman prend une drogue ou un médicament qui va empêcher, qui est contre-indiqué, on va dire, dans l'allaitement, formellement contre-indiqué, soit parce que le bébé, alors il y a une maladie extrêmement rare qui s'appelle la galactosémie, qui est une contre-indication, mais c'est extrêmement rare. Et puis, il y a, si la maman est atteinte du virus du sida ou est porteuse du virus du sida, dans ce cas-là, elle ne peut pas allaiter. En dehors de ces contre-indications-là, les autres sont soit relatives, soit à discuter, ou transitoires, mais c'est des cas un peu plus particuliers. Et comment on passe à l'introduction des aliments dans l'alimentation d'un bébé? Alors la diversification commence à partir du 4e mois révolu, ça ce sont les recommandations actuelles. Par quels aliments? Alors on commence par soit des purées, soit des compotes mixées. L'aliment doit être lisse au départ, parce que le bébé est assez petit. Et souvent on commence soit par une compote de pommes ou de poires, quelque chose d'assez simple. Et puis par une purée de carottes ou de courgettes, des aliments assez basiques, souvent un seul aliment à la fois, avec nécessité de représenter plusieurs fois l'aliment à l'enfant, parfois pour qu'il l'accepte. Pour qu'il s'y habitue. Oui, pour qu'il apprenne à le connaître. Et puis le tout début, c'est souvent 1 cuillère, 2 cuillères. Ça se fait très progressivement. Il faut aussi que l'enfant arrive à... Parce que c'est une nouvelle façon de manger. Il faut que du point de vue moteur, il arrive à ouvrir la bouche, à déglutir une alimentation solide. Et donc ça se fait pas ça se fait pas comme ça en une fois. Alors il y a des bébés qui vont y arriver tout de suite, d'autres qui vont prendre un peu plus de temps. Mais petit à petit, ils vont y arriver. Et justement, on nous demande s'il y a des aliments à éviter lors de la poussée dentaire. Non, il n'y a pas d'aliment particulier à éviter, sauf si la maman a remarqué que tel aliment... n'était pas bien supporté à ce moment-là par son bébé, mais c'est vraiment des cas très particuliers et c'est spécifique à un enfant, ce n'est pas des choses qui sont... généralement, il n'y a aucune spécificité. Et que penser des petits pots? Ils sont recommandables tous? Est-ce qu'il y a il y en a qui le sont moins? Alors, les petits pots industriels, donc en nutrition infantile, là aussi, leur composition est très réglementée. Donc, il y a notamment pas d'ajout de sel, pas d'ajout de sucre, avec des limites dans la composition en sel et en sucre. Ils doivent être... donc, c'est non seulement des aliments c'est dans leur composition, la réglementation dans leur composition, mais aussi dans la présence de pesticides, de nitrates, de métaux lourds, etc., qui doivent être avec des seuils en fait, de résidus pour ces différents toxiques. Donc ça... Alors moi, je suis une maman, je lis en fait le packaging. Voilà, c'est ça. S'il y a écrit nutrition infantile avec l'âge, ça veut dire que ça a été vérifié.
Donc les industriels qui commercialisent ces petits pots doivent s'assurer du fait qu'il y a très peu de pesticides, très peu de... donc c'est une obligation de résultat. Ok. D'accord. Ok, je reviens un petit peu en arrière avec la question qu'on vient de nous poser. Avant de passer au solide, peut-on rajouter d'autres éléments dans un biberon? Alors, il y a des parents qui diversifient, effectivement, en donnant en mettant les légumes dans le biberon, par exemple. Ça se fait de temps en temps. Ça peut avoir un intérêt. C'est pas sûr? C'est certains bébés, mais pas de façon générale. De façon générale, un bébé qui va bien, on va commencer à la cuillère parce que c'est aussi l'acquisition de nouvelles compétences que de pouvoir manger à la cuillère et de pouvoir de nouvelles compétences motrices que l'enfant va pouvoir développer. Donc c'est important. Alors certaines mamans s'inquiètent de leur hygiène de vie. Est-ce qu'elles, si elles mangent peu équilibré, elles peuvent transmettre peut-être des mauvaises molécules, des mauvaises choses à leur bébé? Est-ce que ça va les impacter? C'est sûr qu'il vaut mieux manger équilibré tout au long de la grossesse, lors de l'allaitement et après. Souvent, les mamans ont assez faim pendant Et qu'est-ce qu'elles doivent manger alors pour avoir un lait de qualité? Pour avoir un lait de qualité, elles doivent manger 5 fruits et légumes par jour. Et puis une alimentation, on va dire, si on veut une alimentation saine, il faut qu'elle soit la plus proche possible du régime, ce qu'on appelle le régime crétois. Donc avec fruits, légumes, des huiles végétales, notamment de l'huile d'olive, l'huile de colza, du poisson 2 fois par semaine, de la viande pas plus de 3 fois par semaine, beaucoup de légumes. Voilà, ça c'est le régime entre guillemets idéal qu'on peut proposer à tous les adultes et notamment aussi pendant l'allaitement. Oui, alors question très importante aussi, on sait qu'il ne faut pas fumer pendant la grossesse mais pendant l'allaitement. C'est un peu la même chose. Le tabac, à la maison en tout cas, on sait est un facteur de risque de différentes pathologies, même chez l'enfant et même en l'absence d'allaitement. De façon générale, il est très déconseillé de fumer à la maison. De boire de l'alcool, j'imagine? Alors, de boire de l'alcool pendant l'allaitement, oui, puisqu'il y a un passage de l'alcool dans le lait. Donc là aussi, c'est déconseillé. Si je bois une coupe de champagne le lundi, que j'allaite mon bébé, le soir, le lundi soir? Alors, ce qu'on conseille, c'est de ne pas allaiter tout de suite ou de tirer son lait, de ne pas donner le lait qui suit la consommation d'alcool. Alors, ça n'a pas les mêmes... c'est pas aussi, entre guillemets, grave et nocif que pendant la grossesse, mais c'est pas... Mais ça l'est quand même. Il faut vraiment donc à éviter, d'accord. Oui. Alors beaucoup de femmes nous posent des questions sur leur sein, la qualité de leur sein. Est-ce que allaiter peut modifier ou abîmer leur sein? Elles s'inquiètent. Est-ce qu'elles peuvent avoir les seins qui tombent? Alors, le bout des seins abîmé, on va dire à l'intérieur, non, puisque c'est même plutôt protecteur. Après, esthétiquement parlant, c'est sûr que les montées de lait, notamment, vont faire grossir de façon assez importante les seins, qui ont déjà beaucoup grossi, on va dire, pendant la grossesse, et que ça peut être à l'origine de vergetures, donc qui peuvent être un peu prévenus, mais c'est sûr que l'allaitement et la variation de la taille des seins peut, chez certaines femmes, avoir des conséquences un peu esthétiques. Et jusqu'à quel âge on peut... Pas chez toutes les femmes. Pardon, jusqu'à quel âge on peut allaiter son bébé? Il est recommandé, parce que bon, certaines femmes allaitent jusqu'à 2 ans. Est-ce que c'est recommandé? Jusqu'à ce qu'il y ait des préparations pour nourrissons disponibles sur le marché. Donc avant 2 ans? Les femmes allaitaient jusqu'au sevrage complet, qui en général chez les mammifères, en tout cas chez l'homme, est plutôt vers 2-3 ans. Donc c'est tout à fait possible d'allaiter son bébé jusqu'à l'âge de 3 ans. Ça ne pose pas de problème particulier. Mais on a du lait pendant 3 ans? Il y aura toujours du lait. C'est vrai que ce lait sera beaucoup moins riche qu'au début de la lactation, mais il y aura toujours du lait. Ça ne veut pas dire que cet allaitement sera exclusif et qu'il n'aura pas de source lactée autre. Mais en tout cas, c'est tout à fait possible. En pratique, un bébé qui a l'habitude d'être au sein, à 18 mois, ça va être difficile de le sevrer tout de suite s'il n'est pas prêt.
pour lui, ça va être un peu plus compliqué, il ne va pas bien comprendre ce qui se passe. Mais il y a aussi des bébés et des mamans qui, au bout d'un moment, en ont assez et finalement, le sevrage se fait tout seul. Là aussi, tout dépend un peu de la dyade mère-enfant et de la volonté aussi de la maman de continuer ou pas. Alors, une dernière question avant de conclure cette émission. Le lait de soja est-il bon pour un nourrisson ? Alors, il y a des formules infantiles qui sont à base de protéines de soja. On ne parle pas du lait de soja qu'on trouve au supermarché. Protéines de soja, non le lait de soja. Le lait de soja qu'on trouve au supermarché, il est formellement contre-indiqué chez l'enfant. Il y a en revanche des préparations pour nourrissons à base de soja, on va dire, de lait de soja, donc de protéines de soja, qui ont été beaucoup utilisées aux États-Unis notamment, qui le sont un petit peu moins. Et en tout cas, elles ne sont pas recommandées avant l'âge de 6 mois. Mais c'est possible. C'est vrai que maintenant, c'est rare qu'on en ait l'indication. Mais ça peut arriver. Merci, Dr Young. Cette émission est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivie. À bientôt pour un prochain numéro de Questions Experts.